Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bien, auditeurs de Radio M, bonjour. Offshore est de retour. Il a retardé sa rentrée, mais il a accéléré en même temps sa rentrée puisque nous avons aujourd'hui la possibilité d'accueillir François Gouillette. François Gouillette, ambassadeur de France en Algérie. François Gouillette, مرحبا بك. مرحبا. مرحبا بك في راديو ام. الصباح قبل 12. الصباح قبل 12. بعد 12 بعد الظهر. بعد الظهر نقولوا مساء الخير. مساء الخير. Donc, on a donc le plaisir de recevoir François Gouillette, ambassadeur de France en Algérie, pour parler des relations entre l'Algérie et la France qui sont revenues au devant de la scène. François Gouillette, كان من المفروض أنك تكون سفير فرنسا في الجزائر منذ مدة طويلة، لأنك تعرف مليح الجزائر منذ السبعينات. عندك معرفة دقيقة الجو في الجزائر، عندك أصدقاء في الجزائر، مزوج بالجزائرية. نعم. ونحيوها من المنبر. جيت ربما في افضل مرحله للجزائر، تعتبر انك التعيين تاعك في الجزائر اتى في افضل مرحله، لا؟ ان شاء الله يعني في فتره مناسبه، يعني فتره يعني اعاده يعني كيفاش نقول، كما تعرف يعني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يولي اهتمام كبير، قد أقول اهتمام قصوى للجزائر كشريك، كبلد مجاور لفرنسا، كبلد يعني تربط فرنسا بأواصر قديمة تاريخية، قرابة يعني إنسانية بين البلدين. ويعني في هذا السياق بعد انتخابه اعتبر أن يعني يوجد فرصة للتقارب مع الجزائر ولإنشاء يعني مسار جديد بين فرنسا والجزائر، وأنا يعني تم تعييني في هذا السياق. طيب. Alors, Taqarrub avec l'Algérie, ça signifie rapprochement avec l'Algérie. Alors, le dernier entretien sur Jeune Afrique, le tout récent, a provoqué une polémique, notamment avec l'opposition algérienne. Alors, je vais vous poser une question directe. C'est plus facile d'être fâché avec le gouvernement algérien ou avec l'opposition quand on est l'ambassadeur d'Algérie en France? Écoutez, moi je suis vraiment content que vous m'ayez invité à votre émission, de manière à pouvoir peut-être clarifier certaines choses, apporter certaines précisions concernant cet entretien du président de la République à Jeune Afrique, entretien consacré à l'Afrique et en particulier à l'Algérie. En tout cas, l'Algérie est évidemment une partie importante de cet entretien, et je crois que la façon dont s'est exprimé le président français à propos de l'Algérie n'a pas été vraiment bien comprise. En tout cas, la perception que nous avons observée ici de ses propos ne correspond pas vraiment à ce qu'il a voulu dire. Je crois que le président, je l'ai dit en arabe, peut-être avec moins de précision qu'en français, attache une grande importance effectivement à la relation avec l'Algérie. Il considère que nous pouvons refonder cette relation, la relancer sur des bases saines, positives, pour pouvoir faire beaucoup de choses ensemble, dans tous les domaines. Il y a le domaine de la mémoire, on en reparlera peut-être. Il y a le domaine de la coopération, dans tous les domaines possibles. Et naturellement, nous n'imposons rien. Nous considérons que nous devons, avec nos Algériens, discuter de ce que peuvent être ces champs très vastes de coopération, et nous devons avancer ensemble. Dans ce contexte, effectivement, il a considéré que la relation qu'il avait nouée avec le président Tebboune
permettait d'aller de l'avant. Et donc, il a plusieurs entretiens téléphoniques avec lui. Je crois qu'il ne l'a rencontré qu'une seule fois. Jusqu'à présent, dans un cadre multilatéral, au début, je crois que c'était au début de l'année 2020, me semble-t-il. En Allemagne ? Voilà, lors d'une conférence internationale. Mais il a eu plusieurs fois au téléphone et ils sont convenus, donc, effectivement, d'avancer ensemble, de bâtir cette relation. Je crois que c'est ce qu'il avait à l'esprit, je dirais, en saluant effectivement son homologue algérien, qui se trouve être aujourd'hui hospitalisé. Et donc, moi, ça ne m'a pas surpris, personnellement, qu'il ait cette attention et cette pensée pour lui. Et voilà. Enfin, on est au-delà de l'attention et de la pensée, François Gouillet. Là, il s'agit, en fait, ce que vous dites, là, quasiment, j'allais dire, en tout lieu et en tout temps. Sauf qu'entre-temps, il y a un mouvement populaire qui s'est exprimé le 22 février 2019, pendant 54 semaines, qui demande le changement, qui n'est pas satisfait du changement qui s'est déroulé en Algérie. Il a encore exprimé le 1er novembre dernier, en n'allant pas voter massivement au référendum qui était supposé être un tournant institutionnel dans la feuille de route de M. Tebboune. Et donc, les mots qui ont été prononcés dans cet entretien, courage du président, enfin le courage, la transition, on n'a pas très bien compris de quelle transition il s'agit. Est-ce que vous comprenez que ça perturbe une partie enfin, la partie qui est de l'opposition, qui considère que... Moi, je considère qu'effectivement, il a été mal compris par ceux qui n'ont pas compris ou pas souhaité. Parce qu'il n'a pas été plutôt mal conseillé, Macron, de parler comme ça, comme si Tebboune était le partenaire durable avec lequel il était possible d'engager quelque chose. On va reprendre peut-être chacun des concepts. Le courage. Voilà, le courage. Il en faut du courage pour, je dirais, après les bouleversements qu'a connu l'Algérie. Vous faites allusion au mouvement populaire qui s'est développé à partir de février 2019 et dont le président Macron avait parlé en termes tout à fait, je dirais, positifs, puisqu'il avait salué la mobilisation effectivement du peuple algérien, l'expression massive par les Algériens d'un certain nombre de revendications démocratiques, et qu'il l'a fait de manière pacifique, dans un esprit du civisme qui était admirable. Et il a constaté qu'effectivement, après son élection, le président Tebboune a exprimé le souhait d'ouvrir un certain nombre de chantiers, de réformes qui permettre de répondre à ses aspirations. C'était en tout cas les engagements qu'il a pris, en tout cas. Et donc, il fallait un certain courage, c'est ce qu'il a voulu dire, un certain courage à prendre en main les rênes du pays dans un contexte aussi extraordinairement compliqué que celui qui a, je dirais, qu'a connu l'Algérie tout au long de l'année 2019. Donc, oui, il faut du courage pour assumer des responsabilités d'État dans ces circonstances, c'est vrai, et c'est ce qu'il a voulu dire, simplement. Vous l'avez ressenti, ce courage, quand vous avez été reçu par le président algérien le 30 septembre dernier? Écoutez, moi, je n'ai pas évidemment à commenter le contenu des entretiens que j'ai pu avoir avec lui. Je lui ai présenté mes lettres de créance. Il m'a reçu longuement et de manière très cordiale, c'est la réalité. Et simplement, le président français n'a rien voulu dire d'autre. Il ne pensait pas au courage que par ailleurs il doit aussi manifester pour affronter une situation où il se trouve hospitalisé. Ce n'est pas une situation facile. Il est normal qu'il ait une pensée aussi pour son homologue, ça ne me paraît pas choquant. Mais le courage auquel il pensait... On pense au courage politique. On pense au courage, absolument, le courage qu'il faut pour prendre les rênes, en tout cas assumer l'exercice du pouvoir au plus haut niveau, après tous ces bouleversements qu'a connu l'Algérie et tous les chantiers qui sont ouverts et toutes les perspectives de réforme qu'il a lui-même annoncées, en tout cas. Alors, l'offre d'accompagnement par la France de M. Abdelmadjid Tebboune dans la transition, de quelle transition il s'agit? La transition, c'est simplement le passage d'une phase à une autre. Le départ de l'ancien président a ouvert une nouvelle phase, donc un processus. Nous sommes dans ce processus. C'est un processus qui doit durer un certain temps. Ce n'est pas à nous de dire combien de temps il doit durer, sous quelle forme il doit aboutir et à quelle conclusion il doit arriver. Nous ne souhaitons absolument pas, évidemment, dicter quoi que ce soit. Nous sommes loin de toute idée d'ingérence. Mais la transition, c'est le passage d'un État à un autre. Il est clair que là, vous ne pourrez pas contester que le départ de l'ancien président a ouvert une période de transition. C'est une période un processus
plus ou moins long dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. C'est ça la transition. Alors, le reproche qui est fait exactement à M. Emmanuel Macron par une partie de l'opposition qui s'est exprimée jusqu'à maintenant, Mohamed El Abbas, président du RCD, Karim Tabou, figure du Hirak populaire, c'est justement d'avoir nié la volonté du changement en Algérie, d'avoir donné crédit à cette volonté de changement et de transition. Mais nous sommes très attentifs à tout ce que disent les Algériens dans leur pluralité. Nous sommes à l'écoute des Algériens, vraiment. Nous écoutons ce que disent les Algériens. Nous avons entendu un certain nombre de revendications exprimées pacifiquement par le mouvement populaire. Et le président, je le dis, a eu l'occasion de le dire, de le saluer. Voilà. Il y a eu un certain nombre de déclarations d'engagement qui ont été faites par le nouveau président pour ouvrir des réformes qui répondraient à ses aspirations. Nous considérons que voilà, c'est quelque chose qu'il faut suivre avec attention. Alors, pour ne rien vous cacher, moi, c'est mon rôle de journaliste, essayer de faire parler votre prédécesseur au poste, son Excellence Xavier Driancourt, à un moment donné, parce qu'il était question, on parlait beaucoup de la France. Il a décliné, il a dit c'est pas le moment. On a eu le sentiment qu'en 2019, il y avait une prudence au niveau diplomatique, au niveau des déclarations. Il n'y avait pas beaucoup d'interventions au sujet du processus en Algérie. Et là, le sentiment que laisse la dernière sortie, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de stabilité qui permet de traiter directement. Il y a un mot qui dit que le Hirak est toujours présent, sous une forme différente. Un mot qui a été prononcé dans cette interview par Macron. Oui. Mais il y a aussi, dans la même phrase, un besoin de stabilité, notamment chez la ruralité. Est-ce que Kamel Daoud conseille Emmanuel Macron? Parce que ça, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une... Je ne sais pas, vous poserez la question à l'intéressé. Moi, je ne suis pas porte-parole de personne, en l'occurrence. Mais la réalité, je pense à laquelle... se référait le président, mais elle concerne tous les pays. C'est qu'il y a dans tous les pays, il y a des secteurs de la société, il y a des secteurs de la société qui sont plus conservateurs que d'autres, donc qui sont plus progressistes. C'est une réalité objective. Mais est-ce que quelqu'un a dit à Emmanuel Macron qu'en Algérie, il y a 77% de taux d'urbanisation? Ça, c'est le chiffre de l'ONS à 2019. La partie de l'Algérie qui souhaite la stabilisation, pour nous, la stabilité pour nous, ce qu'on comprend, c'est la continuité du système qui est resté toutes ces années-là. Nous souhaitons évidemment, enfin pour nous c'est important que l'Algérie soit non seulement stable, mais prospère, et un pays qui se développe, et avec, je dirais, vous parliez d'accompagnement, en tout cas la coopération de la France, si elle est souhaitée. Il y a beaucoup de chantiers dans lesquels nous pouvons intervenir, où nous sommes disposés à collaborer avec l'Algérie, notamment dans le domaine économique. Il faudra qu'on parle aussi de perspectives économiques. L'Algérie est un pays je dirais, à très fort potentiel. Et nos entreprises, d'ailleurs, les entreprises françaises, ne sont pas les seules, bien sûr, mais elles sont très conscientes de ce fort potentiel. Elles sont prêtes à travailler avec l'Algérie dès lors que le cadre, je dirais, juridique approprié leur permet effectivement de travailler de manière profitable, car ce ne sont pas des philanthropes, ce sont des gens qui cherchent aussi un retour sur investissement. Mais en tout cas, nous franchement, je crois qu'il faut pas se méprendre. Souvent, les déclarations sont disséquées, sont interprétées, font l'objet parfois de distorsions. Moi, je souhaitais vraiment, en venant ici, vraiment insister surtout sur le fait que nous avons la volonté, c'est la volonté du président, je ne suis pas son porte-parole, mais je crois pouvoir en tout cas le dire, il est vraiment animé des meilleures intentions vis-à-vis de l'Algérie. Il a une grande considération pour le peuple algérien et la manière dont il s'est exprimé à travers ce mouvement démocratique et pacifique et responsable. Et en même temps, il a effectivement trouvé dans le président Tebboune un partenaire ouvert au dialogue, ouvert à je dirais, notamment par exemple sur la question mémorielle, à l'ouverture de chantiers, pour travailler ensemble, pour essayer, si possible, de réconcilier nos mémoires, parce que voilà, il faut être deux pour vouloir y parvenir. Je voudrais d'ailleurs dire peut-être un mot à ce sujet, parce qu'on a beaucoup parlé de la mission Stora, Chikri. Oui, alors avant de venir à la mission Stora, sur cette question, parce que il y a quand même là aussi, enfin, il y a les critiques des figures de l'opposition en Algérie qui ont eu le sentiment
que le président français avait bypassé la volonté populaire de changement en Algérie dans ses déclarations, mais il y a aussi une phrase sur le chantier sur lequel les Algériens ont quand même de la considération pour le président français, c'est sa relation à la question coloniale. Il a, pour la première fois, en tant que candidat à l'élection présidentielle, affirmé à Alger, au micro de Khaled Rani, qui depuis a été mis en prison par M. Tebboune, notamment, qui l'a d'ailleurs accusé de Khbarji. Peut-être d'ailleurs pour le compte de l'ambassade de France, on le saura bien un jour, hein, on posera la question à l'entourage du président algérien. Donc, Emmanuel Macron a dit crime de guerre. On s'attendait à ce que dans la démarche, à un moment donné, dans son mandat, peut-être qu'il ne sera pas le premier président qui demandera des excuses pour des crimes de guerre, mais qu'il ne ferme pas la porte à cette possibilité-là. Et on a le sentiment, dans cet entretien de Jeune Afrique, qu'il a fermé la porte à la possibilité de ce que la France fasse des excuses un jour à l'Algérie. Il a dit ce n'est pas le sujet. Non, mais il n'a jamais employé ce mot, et ce n'est pas un mot que nous employons dans nos échanges, d'ailleurs, avec les responsables algériens. On ne parle jamais d'excuses ou de repentance, on parle de reconnaissance des faits historiques. Et il a commencé, d'ailleurs, je dirais, c'est d'abord un travail, on en vient d'ailleurs à la mission Stora, en réalité. C'est une transition, mais je crois que c'est important de comprendre que, dans l'esprit du président de la République et des autorités françaises, ce rapport confié à Benjamin Stora, qui est un historien incontesté de la guerre d'Algérie et de l'Algérie contemporaine en général, concerne d'abord les Français. C'est-à-dire que c'est l'idée que la nation française se réconcilie avec son histoire, en tout cas fasse un travail mémoriel sur son histoire, y compris dans ses aspects les plus sombres, pour pouvoir être plus forte. C'est d'abord un travail, je dirais, de la France sur elle-même. Ensuite, effectivement, on va ouvrir, on peut ouvrir, on pourra ouvrir avec nos amis algériens un dialogue, et d'ailleurs l'interlocuteur a déjà été désigné côté algérien, c'est Abdelmajid Chihri que j'ai rencontré déjà, à qui j'ai rendu visite, pour voir dans quelle mesure, si nous pouvons effectivement ensemble travailler à réconcilier les mémoires. C'est une œuvre qui n'est pas simple, hein, de part et d'autre, mais le président y est déterminé. En tout cas, il est déterminé à aller avancer aussi loin que possible avec les Algériens sur ce chantier. Il a déjà, je voudrais dire que là aussi, il a... Alors là, ce n'est pas une question d'incompréhension, mais on a peut-être mal pris la mesure de ce qui a déjà été fait par la France, et notamment par l'actuel président. Tout de même, on est à 2 pas là, de la place Audin, mais il a fait des gestes qui ont une portée symbolique forte pour la reconnaissance. C'est pour ça que les Algériens attendent plus de Macron. Non, mais justement parce que la reconnaissance, mais là aussi, ça concerne aussi c'est d'abord aux Français, n'est-ce pas, qu'on s'adresse en rendant... François Gouyette, nous on observe un petit peu ce qui se passe en France. Le président Chirac a bien présenté des excuses à la communauté juive à Drancy par rapport à la période vichiste, même si on peut considérer que c'est une interruption de la continuité de l'État français. Et donc, il y a des Algériens victimes du colonialisme qui peuvent être en position de vouloir obtenir au moins la même chose pour on va dire une violation qui a duré bien plus longtemps que les 5 ans d'occupation allemande en France. Mais écoutez, ce qui est important, c'est ce qui a été fait déjà. Alors, les mots, c'est une chose. Les actes, c'en est une autre. Il y a les faits, les actes. Je parle de la reconnaissance du crime qu'a constitué l'assassinat de Maurice Audin dans le cadre des pouvoirs spéciaux pendant la bataille d'Alger, en réalité. Donc, il engage la responsabilité de l'État de l'époque, naturellement. Et il l'a reconnu. Il a même rendu visite à Josette Audin, Allah irhamha, la dernière, l'épouse si courageuse de Maurice Audin. Mais il a fait aussi davantage. Il s'est personnellement impliqué, je peux le dire devant le micro là, à vos auditeurs, il s'est personnellement impliqué pour qu'aboutisse la discussion qui a été longue et pas toujours simple avec la partie algérienne pour la restitution des crânes de 24 combattants
du 19e siècle, donc tué dans les circonstances que l'on sait et entreposé au musée de l'Homme. Ça n'a pas été facile parce que ce n'est pas en claquant des doigts comme ça qu'on peut restituer des pièces qui sont conservées dans les musées. Il y a des conditions juridiques, il y a des règles de muséologie. Il y a aussi... aucun musée dans le monde n'accepte de gaieté de cœur de se départir, de céder des pièces qu'il possède depuis des décennies. Mais il s'est impliqué, il a souhaité, parce que c'était une revendication qui n'était pas seulement celle des autorités algériennes. Je comprends que c'était une revendication largement partagée par la société civile et par les Algériens. Donc il y a eu des choses. Il est prêt à aller de l'avant, sur ce chemin de la mémoire que nous défrichons avec Benjamin Stora, d'abord, j'allais dire en franco-français et avec nos amis algériens, pour autant qu'ils le souhaitent, et pour autant qu'ils souhaitent aller avec nous aussi loin que possible. Mais comme je le dis souvent... Alors, nous, on peut ne pas douter de la volonté du président Macron d'aller de l'avant sur ce chemin-là. Il s'est montré tout à fait à l'aise au début de son mandat sur ces questions-là. Peut-être que relation générationnelle à la question, mais on sent bien qu'il y a une pression du lobby de l'extrême droite en France, de partisans d'Algérie française qui continuent d'être prégnants. Les candidats populistes est arrivé au deuxième tour face à Macron, et peut-être que ce sera encore le cas dans 3 ans ou dans 2 ans quand il y aura les élections. Et donc on sent bien que ce thème continue de peser sur la manière dont la France apparaît au monde, notamment le monde islamo-arabo-islamique que vous connaissez. Pèse des deux côtés. Et on en a eu pour preuve, les dernières positions sur, bon, c'est un débat franco-français intérieur, sur le séparatisme, sur, évidemment, il y a ces terribles attentats terroristes qui ont eu lieu, les réponses, le droit à la caricature, etc. Comment vous évaluez, je rappelle, vous avez été en fonction dans plusieurs capitales arabes, la dernière étant Riyad, il n'y a pas eu de vraie campagne de boycott des produits français en Algérie. Quelle lecture vous en faites? Je constate qu'effectivement, cette campagne a fait long feu. Elle a été... il y a eu quelques déclarations qui ont été faites, mais qu'en réalité, selon les observations faites par nos services économiques, notamment nos chambres de commerce, il n'y a pas eu véritablement d'impact. Alors, je n'ai pas d'explication, ça tient sans doute peut-être c'est une hypothèse. À la qualité des produits français dont on ne peut pas se dispenser. D'une part, la qualité des produits français, ce n'est pas moi qui vais en dire le contraire, mais surtout à la très grande familiarité qu'ont les Algériens comme consommateurs avec les produits français, c'est tout. Voilà, c'est une explication parmi d'autres. Qui vous rassure? Oui. Oui. Parce qu'elle est aussi une manière d'illustrer ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est la très grande proximité de nos deux pays, parce que on nous reproche souvent justement, on considère que la France a vis-à-vis de l'Algérie des sentiments de distance, voire de condescendance. Moi, je voudrais juste rappeler quand même, c'est l'occasion qui m'est offerte par votre invitation, de rappeler, mais en l'expliquant peut-être, en précisant les choses, sur quoi est fondée notre politique vis-à-vis de l'Algérie. On le dit souvent, c'est le diptyque ni ingérence ni indifférence. Je voudrais juste préciser les choses. Pas d'ingérence parce que, tout simplement, nous ne voulons pas, nous ne souhaitons pas, nous n'avons aucune intention de nous ingérer dans les affaires de l'Algérie. Ça n'a jamais été à l'agenda de la politique française, et je dirais le président Macron loin de lui l'idée de s'ingérer en quoi que ce soit dans les affaires. L'Algérie est un pays souverain dont nous respectons vraiment sincèrement l'indépendance et la souveraineté. Et nous voyons que c'est aux Algériens qu'il appartient de définir leur destin. Et nous n'avons, de ce point de vue, je dirais, aucune intention d'interférer dans leur choix. Pas d'interférence, pas d'ingérence, mais tout de même, quand on y réfléchit un petit peu, une des promesses de campagne d'Abdelmadjid Tebboune, c'était de restituer, de rapatrier, en gros, l'argent mal acquis de la fameuse Issaba, dont une partie existe en biens actifs, notamment de l'actif immobilier en France. Est-ce que, lorsque on parle d'aider Tebboune dans la transition, est-ce qu'on pense aussi à l'aider à restituer à l'Algérie ce trésor de mécanismes? Il y a beaucoup de chantiers bilatéraux. Nous avons eu de visites importantes. Sur celui-là en particulier, parce qu'il est sensible par rapport à l'opinion algérienne. Moi, écoutez, ce n'est pas depuis que je suis ici, en tout cas, ça fait que 2 mois que je suis là, et ce n'était pas un sujet qui était à l'ordre du jour des entretiens qui ont eu lieu
depuis mon arrivée à haut niveau, puisque nous avons eu 2 ministres régaliens d'importance qui sont venus. D'abord, Jean-Yves Le Drian, qui est venu en octobre et qui a donc été reçu par le président et qui a vu son homologue et le Premier ministre. C'était essentiellement une visite centrée sur le Sahel, sur le Mali, sur la lutte contre le terrorisme et un peu sur la Libye, aussi sur les relations bilatérales, mais on n'est pas entré dans ces détails-là. Et puis la visite de Gérald Darmanin, également par la suite, qui était surtout consacré à un certain nombre de sujets d'intérêt commun, comme la lutte contre l'immigration irrégulière, la lutte antiterroriste, etc. Bon, tout ça est connu, et ce n'est pas dans ce cadre-là qu'a pu être évoqué le sujet dont vous parlez. Mais il n'y a pas de tabou entre la France et l'Algérie, il n'y a pas de sujet tabou. Nous, on considère que votre pays a un fort potentiel, et on souhaite y être présent à travers nos entreprises, à travers notre coopération. On a un dialogue politique avec l'Algérie, on souhaite le renforcer. On est prêt, je dirais, à aller aussi loin que possible avec l'Algérie. Nous sommes à l'écoute des Algériens et du peuple algérien dans toute sa diversité et sa pluralité. Alors, j'ai posé la question en début d'émission, est-ce que c'est plus facile pour l'ambassadeur de France à Alger d'être fâché avec l'opposition algérienne ou d'être fâché avec le gouvernement? Fâché avec le gouvernement, il y a eu 2 épisodes de chrysogène, on va dire, il y a quelques mois, qui sont un peu ridicules du point de vue du journaliste que je suis. Enfin, France 24, Francis Rilès qui passe sur France 24 et qui dit quelque chose sur l'acheminement de l'armée. Il y a un incident diplomatique entre Alger et Paris, à l'initiative d'Alger. Ensuite, il y a eu ce documentaire de M6. Les questions risquent de devenir plus sérieuses. Les motifs de divergence risquent de devenir plus sérieux dans les semaines qui viennent à cause de la tension au Sahara occidental, le Polisario ayant décidé de reprendre les armes suite à l'incident de Guerguerat. À Alger, il y a beaucoup de chroniqueurs, beaucoup de voix officielles qui considèrent que le plus fort appui au Maroc, puissance occupante, au Conseil de sécurité des Nations Unies, le plus fort appui, avant même les États-Unis ou tout autre pays, c'est Paris, c'est la France. C'est source de problèmes à venir. Je ne vais pas esquiver votre question, Sarah, mais je voudrais revenir sur la première, parce que vous avez quand même esquivé votre propre question, puisque vous m'avez dit, est-ce qu'il est plus facile ou moins facile d'être... C'est la deuxième fois que je vous la pose, oui, je vais y répondre, monsieur Hassan El-Khadi, justement. Non, je vais y répondre en me référant à mon expérience précédente en Tunisie, où, comme vous le savez, j'ai l'honneur de représenter mon pays pendant 4 ans, entre 2012 et 2016, donc à une période post-révolutionnaire, de transition, en l'occurrence. Celle-là, oui. De transition, qui n'a pas été simple, et où, effectivement, comme ambassadeur de France, j'ai été, on m'a parfois reproché, dans certains milieux, de parler aux uns, et de parler aux uns, alors que je n'aurais pas dû. Voilà, enfin, en clair, vous avez bien compris de quoi il s'agissait. À l'époque, c'était le parti Nahda qui dirigeait le gouvernement, donc je voyais ses responsables, y compris son chef, et ça a pu effectivement déplaire à certains. Mais j'étais dans mon rôle. L'ambassadeur de France à Tunis, comme l'ambassadeur de France dans tous les pays du monde, parle avec l'ensemble des forces politiques, représentées légalement, si j'ose dire. Et donc, d'ailleurs, ça, effectivement, on avait... à l'époque observé que alors c'était dans la presse, que je prenais mon petit déjeuner le matin avec Ranouchi, je déjeunais avec Hammami du Parti des Travailleurs et que le soir je dînais avec d'anciens ministres de Ben Ali. Mais il n'y avait là rien que de naturel. Et j'entends faire aussi de même, j'ai fait de même dans tous les pays où j'ai été, je n'étais pas toujours ambassadeur. Mais voilà, nous parlons à toutes les forces politiques, c'est une manière aussi pour nous d'être à l'écoute de l'ensemble du spectre de la société civile. Vous êtes en train de nous annoncer un prochain rendez-vous avec M. Tabou? Je ne le connais pas, mais en tout cas, j'entends voir les responsables des partis politiques divers et variés de la scène politique algérienne. Le moment venu, je commence, voilà, je suis là que depuis 2 mois. Je ne m'interdis rien, naturellement, mais voilà, j'ai un programme de rencontres qui se déroulera, voilà, en temps voulu. Le Sahara occidental. Alors, le Sahara occidental. Écoutez, ce n'est pas un secret que nous n'avons pas une position identique avec l'Algérie, mais je dirais que nous avons un objectif identique,
qui est une solution politique à ce conflit du Sahara occidental, une solution mutuellement agréée et acceptable par les parties. Mais cela ne peut, à notre sens, se faire que dans le cadre des Nations Unies. C'est pourquoi nous soutenons les efforts des Nations Unies pour parvenir à un règlement, et c'est aussi pourquoi nous, comme l'Algérie d'ailleurs, nous souhaitons que rapidement soit nommé un représentant spécial du secrétaire général. Oui, mais les Nations Unies, c'est d'abord la résolution phare qui guide les actions des Nations Unies, celle qui a permis à Minurso, c'est l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Et on a le sentiment, plus que le sentiment, que la France a autant cherché de déployer cette solution, pas beaucoup, que de déployer des solutions qui sont plus la proposition du Maroc, notamment celle de 2007 de l'autonomie élargie. Je répéterai ce que j'ai dit, cher Ihsan El-Khadi. La France soutient les efforts des Nations Unies pour le règlement de cette crise. C'est une solution politique, c'est la seule solution réaliste et envisageable. Alors, les choses sont devenues très tendues. Le Polisario fait des communiqués pour dire qu'il harcèle les forces armées royales sur toute la longueur du mur. On peut se retrouver devant une déflagration très inquiétante dans les prochaines semaines. Est-ce que Alger n'appelle pas à l'apaisement? On n'a pas le sentiment qu'Alger, puisqu'elle relaie les communiqués du Polisario, c'est plus qu'une nuance dans les positions entre Alger et Paris, il me semble. Nous souhaitons évidemment l'apaisement, c'est clair, il a retenu, c'est clair, c'est la seule solution. Il ne peut pas y avoir... Ça fait 26 ans quand même qu'il y a de la retenue. Il ne peut pas y avoir de progression, de progrès vers une solution politique dans une situation qui ne serait pas une solution d'apaisement, une situation d'apaisement et de retenue. Donc nous souhaitons effectivement que les partis fassent preuve de retenue, mais nous souhaitons surtout promouvoir une solution politique dans le cadre des Nations Unies. C'est pour ça qu'il faut que le secrétaire général nomme un représentant spécial pour pouvoir reprendre les discussions. Oui. C'était le scénario des 26 dernières années, voilà, le statu quo. Vous attendiez à ce que les choses dérivent. Vous êtes quand même sur la région, vous étiez ambassadeur en Tunisie, en Libye, etc. À un moment donné, on se disait quand même que s'il n'y avait pas une solution diplomatique qui émerge, le retour aux armes paraissait assez inévitable. Retour aux Nations Unies. Très bien, le message est entendu. Alors, l'Algérie est le... Alors, on dit toujours que la France a une influence très grande en Algérie, notamment dans le lobbying économique. Quand on observe un peu les choses, les investissements français en Algérie ont stagné ces 15 dernières années. C'est peut-être dû au cadre légal algérien, on pouvait en dire un mot. On n'a pas le sentiment qu'il y a un engouement des investisseurs français pour l'Algérie. Et ce qui s'est passé ces dernières semaines, depuis la crise, enfin ces derniers mois, dossier de Renault à Tlilat avec le blocage des kits qui fait que l'activité de partenariat entre Renault et SNVI dans l'assemblage automobile n'a pas pu se poursuivre, avec un effet rétroactif sur le nouveau cahier des charges pour l'assemblage. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas un statut, que le partenariat n'est pas un partenariat idéal sur le plan économique? Tout le monde s'en plaint. Écoutez, d'abord vous parlez des investissements français, leur stock est important, il est de 2,7 milliards d'euros, c'est le premier investisseur étranger en stock. Le commerce bilatéral est important, 4 milliards d'euros, la France est je crois, immédiatement après la Chine, me semble-t-il, le premier partenaire commercial, nous sommes le premier fournisseur aussi. Je crois. Donc nous avons de beaux restes, même en temps de Covid. Hein. Maintenant, sur les perspectives d'avenir, moi je l'ai dit et je le redis, moi je ne parle pas au nom des entreprises. Nous nous accompagnons, nous soutenons naturellement l'offre française. Nous ne sommes pas, les entreprises, elles ne sont pas, je dirais, téléguidées par le gouvernement français. Elles sollicitent parfois notre soutien et naturellement nous les soutenons, car c'est important que l'offre française soit soutenue par les pouvoirs publics. Vous avez évoqué un investissement emblématique qui était celui de Renault, effectivement important, je crois plus de 100 millions d'euros pour cette usine d'Oran qui est à l'arrêt depuis maintenant plus d'un an, je crois, ou près d'un an. Effectivement, ce que je comprends, c'est qu'il y a des discussions qui ont eu lieu, qui sont en cours pour
permettre effectivement la reprise des activités de cette usine, faute de quoi, effectivement, je comprends que l'usine pourrait fermer et plus d'1 millier de ses employés pourraient se retrouver au chômage. Donc nous ne souhaitons évidemment pas arriver à cette situation, et ce n'est évidemment pas l'objectif de Renault qui a souhaité investir en Algérie. Au-delà du cas de Renault, mais je pense que les discussions vont se poursuivre, j'imagine pas qu'elles soient interrompues. Puis ça concerne d'abord l'industriel et puis le partenaire algérien. Nous accompagnons naturellement l'offre française, mais ce n'est pas nous qui menons la négociation. Au-delà, il y a d'une façon générale, je l'ai dit, un grand intérêt des entreprises françaises pour l'Algérie, pour le marché algérien, qui est un marché considérable, 43 millions de consommateurs, enfin en tout cas 43 millions d'habitants, donc, et des perspectives prometteuses dans beaucoup de domaines. On pourrait parler du tourisme, alors c'est vrai que c'est un peu un serpent de mer depuis des décennies, mais enfin la potentialité est énorme quand on voit, il suffit de regarder la carte et les côtes. Et il y a beaucoup de choses à faire, même si beaucoup se fait déjà, y compris dans le domaine du tourisme, avec le groupe Accor, par exemple. Mais je crois qu'il y a une vraie volonté, j'en parlais avec mes interlocuteurs de la Chambre de commerce algéro-française, avec les conseillers du commerce extérieur de la France, qui représentent différents secteurs d'activité économique, aussi bien d'ailleurs des PME que des grands groupes. Il y a un vrai intérêt pour l'Algérie. Et donc, ils souhaitent investir, et ils souhaitent aussi que le cadre légal, réglementaire et l'environnement des affaires permettent justement que cet investissement soit rentable, parce que, encore une fois, je l'ai dit, les sociétés, les entreprises ne sont pas par définition des philanthropes, même si elles ont souvent des activités de mécénat par ailleurs. Mais ce qui leur importe, ce qui importe à leurs actionnaires, c'est effectivement le retour sur investissement, que pouvoir transférer leurs dividendes, pouvoir... Donc il y a eu effectivement un cadre juridique qui a permis d'envisager ces investissements, voire même de les réaliser, lorsqu'il peut y avoir un... Vient d'être mis en cause par la loi de finances. On va voir. Pour l'information, c'est le 51-49 qui n'était pas appliqué pour les entreprises. On va voir. 100% étrangères, qui est maintenant appliqué avec effet rétroactif. On va voir. Mais simplement, effectivement, il faut une stabilité du cadre juridique. Alors, vous dites cela, à Alger, on reproche aux partenaires européens, l'accord d'association de 2002-2003, un déséquilibre. L'Algérie a été obligée de démanteler son système tarifaire, donc les produits européens rentrent à moindre coût, il n'y a plus de taxes, ça doit devenir zéro, ça a été reporté pour 2 ans, mais ça a pour toute une nomenclature de produits et de services. Et on dit, la contrepartie n'est jamais arrivée. La contrepartie, c'était supposé être l'investissement, d'où la coprospérité du processus euro-méditerranéen, l'investissement. Et donc Alger demande aujourd'hui de rediscuter l'accord d'association. Est-ce que Paris a un point de vue particulier? Est-ce qu'elle va soutenir la requête algérienne, si elle s'exprime, parce que ce n'est pas sûr qu'elle soit formulée, de revoir l'accord d'association? Nous en discuterons avec nos partenaires européens, nous en discuterons aussi avec nos partenaires algériens. Pour l'instant, ce n'est pas immédiat, donc... Je comprends que l'Algérie va nommer un nouvel ambassadeur, un homme de qualité, un grand diplomate à Bruxelles pour représenter ses intérêts. Je ne doute pas qu'il le fera avec le talent qu'on lui connaît. Mais nous sommes évidemment soucieux de faire en sorte que la relation entre l'Algérie et l'Union européenne soit la plus harmonieuse possible, la plus profitable possible. Je connais les arguments algériens. Je me rappelle, comme vous le savez, j'ai occupé les fonctions d'ambassadeur pour le processus de Barcelone. Donc je me rappelle d'une de mes premières visites à Bruxelles, où se réunissait le comité Euromed à l'époque, où se réunissaient les instances euromédiennes. J'avais rendu visite à l'époque à l'ambassadeur d'Algérie. C'était Halim Ben Atallah, qui était un ambassadeur de poids, qui était longtemps à Bruxelles. Et je me rappelle qu'il avait effectivement exprimé un certain nombre de reproches, voire de récriminations. Donc c'est pas nouveau en même temps, cette position de l'Algérie. C'est pas nouveau, mais l'expérience, semble-t-il, a aggravé le biais. Écoutez, en tout cas, tout ça fera l'objet de discussions. Nous sommes à l'écoute, évidemment, de nos amis algériens, mais nous sommes également partenaires avec les pays de l'Union européenne pour faire en sorte que cet accord puisse être appliqué dans les meilleures conditions.
ميرسي بوكو فرانسوا غويات. اون كيستيون، راك هنا منذ شهرين، تعرف الجزائر في مختلف المراحل، ربما عندك مده ما تجيش للجزائر، كيفاش لقيتها ملي جيت؟ وين تنقلت؟ واش هي اللقاءات اللي قدرت تقوم بها؟ باش كنت نتذكر باللي كنت قلت بلي انا قلقان كي خرجت من عند ما جيت تبون، قلقان باش نروح لقاء نزور الجزائر والطبيعه تاعها الى اخره. مع الاسف يعني مع الازمه الصحيه يعني ما قدرتش نزور كل البلاد. زرت منطقه وهران وتلمسان، وكنت يعني فرحان بزاف باش نلقى حتى احباب يعني قدام من الزمان، يعني من تلمسان. وان شاء الله يعني انا كنت برمجت زياره الى عدنبه والى قسنطينه، ومع الاسف يعني مع الاجراءات الاخيره يعني لا يعني اجلت هذه الرحله. يعني بالمقارنه مع البلاد اللي اكتشفتها في اوائل السبعينات قبل تقريبا نصف قرن، يعني الشعور مزدوج. يعني من ناحيه هو نفس البلاد طبعا، الاسس هي يعني نفس البلاد، معناها مازالها بومدينيه. لا، نفس البلاد الناس، يعني الشعب واللطف، الشعب، الحراره والحفاوه ولكن طبعا البلاد يعني تغيرت، يعني تحولت يعني في عده مجالات. طبعا الجزائر اللي عرفتها في اواخر الستينات كانت فقط 7 سنوات بعد الاستقلال، والطبع الفرنسي كان أقوى يعني بالنسبة للغة والفرنكوفونية. اليوم الأمور تغيرت، اللغة العربية هي اللغة المستعملة يعني عامة، ولكن يعني ألاحظ أن اللغة الفرنسية ما زالت لا بأس بها إن شاء الله. Et vous avez pu aussi constater que la ruralité a beaucoup baissé, et ça, visiblement, au Palais de l'Élysée, on ne le sait pas encore. Merci beaucoup. Merci, merci de nous avoir fait confiance. Merci de m'avoir invité. J'ai été sensible à votre invitation. J'espère avoir pu, comment dirais-je, apporter quelques éclairages utiles à vos auditeurs, hein, et mieux faire comprendre l'approche, la vision ou la façon dont la France conçoit sa relation avec l'Algérie, au-delà du rappel de ce diptyque, pas d'ingérence, pas d'indifférence, il y a les réalités humaines aussi. Je crois qu'elles sont importantes. Il n'y a pas de distance, de froideur. Alors il y a, bien sûr, des gens qui n'aiment pas l'Algérie, comme il y a aussi en Algérie des gens qui n'aiment pas la France, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est tout le tissu humain relationnel qui a été forgé par l'histoire, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Dans le pire, il y a ce dont nous avons parlé, les crimes, il faut les reconnaître. Mais il y a aussi le meilleur, les relations humaines, qui fait que la relation franco-algérienne est une relation singulière. Elle n'est certainement pas banale, elle est singulière. Et cette singularité-là fait que nous, je conclurai sur si vous me permettez, sur cette observation, nous ne pouvons pas être indifférents à ce pays. Alors, encore une fois, ça doit être clair. Pas d'ingérence, c'est vrai. Nous n'avons pas à dicter quoi que ce soit. Nous n'avons pas à dire ce qu'il faut faire aux Algériens. Ils sont maîtres de leur destin. Ils doivent le prendre en main. Mais pour autant, nous sommes attachés à ce que l'Algérie se développe, soit un pays stable, soit un pays où les gens sont heureux. Nous voulons que le bien pour l'Algérie. Nous sommes prêts à coopérer avec elle aussi loin que possible, aussi loin qu'elle le voudra, parce qu'il y a effectivement ces liens humains très forts et parce qu'il y a aussi une affection particulière entre nos deux pays et nos deux peuples. Merci. Merci beaucoup. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.